Agathe Doufis, chargée des collections et de la conservation à Saint-Nazaire Agglomération Tourisme. L'écomusée de Saint-Nazaire est un musée d'histoire et de société où on conserve des collections sur l'histoire de la ville, le patrimoine des paquebots transatlantiques et aussi sur le sous-marin Espadon. On a ici une histoire qui est liée à la construction des paquebots transatlantiques avec les chantiers de l'Atlantique, histoire qui perdure aujourd'hui puisque les chantiers continuent de construire ces paquebots. Et nous avons aussi tout un lien avec l'histoire maritime, avec l'histoire de la pêche, du port et de cet estuaire. Le musée Escale Atlantique sur l'histoire des paquebots transatlantiques se trouve dans la base sous-marine qui se situe de l'autre côté du bassin et effectivement construite par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous êtes ici dans une écluse fortifiée par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale pour sécuriser la sortie des sous-marins. Nous avons un lieu de visite qui s'appelle Éole, qui parle de l'éolien en mer avec l'éolien offshore qui se trouve également dans cette écluse fortifiée. Il y a aussi à découvrir le sous-marin Espadon qui est un sous-marin de la guerre froide qui a navigué à partir des années 60 et qui est arrivé à Saint-Nazaire en 1986, ouvert en public en 1987 et qui fait partie des collections de l'écomusée. Pour en savoir plus, vous avez un site ou une page Facebook ? On a effectivement le Facebook Saint-Nazaire Renversante et le site internet saintnazairetourisme.com. On passe en le guide. Bonjour, je m'appelle Eric, j'ai navigué sur le sous-marin Espadon dans les années 80 à 84. Voilà, j'étais mécanicien à bord et je suis rentré sur ce type de sous-marin. J'ai fait d'abord le sous-marin requin, le sous-marin Espadon, et j'ai embarqué à 17 ans sur le sous-marin requin. Et ensuite j'ai fait le sous-marin Espadon. Voilà, donc le sous-marin Espadon est un sous-marin qui fait 78 mètres de long. Il y a 65 personnes embarquées à bord. Et c'est un sous-marin océanique qui descend à 200 mètres d'immersion. Je m'appelle Jean-François Albicini, je suis vice-président de l'association Agasme Pays de Loire. J'ai passé 10 ans de ma vie dans les sous-marins classiques. J'ai commencé par le narval, le requin, le marsouin. Nous sommes les sous-mariniers qui ont navigué sur ces bateaux-là. Nous sommes, je dirais, les seuls à pouvoir avoir quelques détails que n'ont pas les restaurateurs, notamment des emplacements de vannes, des fonctionnements, voilà. Donc on leur a apporté notre soutien sur ce plan-là, mais toute la rénovation reste à leur charge et à leur grande compétence. On est intervenu au mois de juin pour remettre un petit peu les pièces en place. Nous avons découvert dans des caissons fermés depuis 1984 des bouteilles qui servaient à faire, enfin c'était du Star Pilot, c'est des bouteilles qui servaient à démarrer les moteurs diesel lors des démarrages à froid qui est un produit dangereux, parce que c'est un produit très volatile et qui n'avait plus rien à faire là. Nous avons contribué dans le cadre de nos archives perso à fournir au musée de l'Espadon, musée de Saint-Nazaire, tous les documents qu'on pouvait leur fournir pour les aider à rénover, refaire des plans, refaire. Mais en fait, on a beaucoup travaillé sur notre mémoire puisque on avait cette petite valeur ajoutée en leur expliquant où étaient certaines vannes qu'on trouve pas forcément sur des plans, ou qu'on trouve sur des plans mais qu'on ne sait pas forcément mettre en place si on n'est pas sous-marinier. Les sous-marins sont assez différents puisque d'abord ils ont des tailles différentes. Nous à l'époque c'était des 400 tonnes, des 800 tonnes, des 1200 tonnes. Donc les éléments n'est pas les mêmes, mais un sous-marin ça reste toujours un sous-marin. Donc en fait le système de fonctionnement est toujours le même. Après il y avait certaines particularités des sous-marins puisque les gros sous-marins comme les 1200 tonnes avaient des moteurs, avaient plus de moteurs. Mais le sous-marin reste toujours un sous-marin. Dominique Goujon, je suis un ancien sous-marinier. Je fais partie de l'amicale Agasme, la section Émeraude. Vous avez à la fois débuté votre carrière sur ce sous-marin et terminé votre carrière également sur ce sous-marin. Oui, alors moi j'ai commencé ma carrière comme matelot timonier. J'ai embarqué sur l'Espadon le lendemain de mes 18 ans. Et j'ai retrouvé l'Espadon quelques années après. Et là, j'étais patron du pont l'avant-dernier patron du pont de ce sous-marin. J'étais maître navigateur à l'époque et voilà. Donc la boucle a été bouclée. J'avais effectué un petit peu, de matelot jusqu'à patron du pont à bord de ce sous-marin. D'avoir pu conserver un sous-marin, c'est le 4e sous-marin conservé, après l'Argonaute
la Flore à Lorient, le Redoutable à la Cité de la Mer à Cherbourg. L'Espadon est une pièce de musée très représentative des sous-marins classiques, les 1200 tonnes. Et ce qui nous a marqué le plus, c'est que ça nous permet d'avoir une partie vivante de notre mémoire. Et c'est important parce que tout ce qui était enfoui dans notre cerveau, aujourd'hui, on peut le matérialiser, le toucher en se rendant à bord de ce sous-marin. Vous avez des moments marquants que vous avez pu vivre dans l'histoire de ce sous-marin? Oui, tous les anciens sous-mariniers ont eu des moments marquants, positifs ou négatifs. Mais ce qui compte le plus, je crois, sans révéler tel ou tel événement, c'est le rapport qu'on a pu avoir avec nos collègues sous-mariniers, sachant très bien qu'une fois qu'on a fait les sous-marins, on fait tous partie de la même famille. Et ça, aujourd'hui, de pouvoir retrouver des anciens camarades, 40 ans après, c'est ce qui émeut le plus et qui apporte cette émotion qui est permanente lorsqu'on va visiter ce sous-marin. Donc ici sur l'avant tu as le sonar, l'ancre du sous-marin. Sur la partie supérieure du pont, on voit les appareaux, donc les billes d'amarrage, le guindeau qui permet avec une haussière de mettre le sous-marin à quai. Ce qu'on voit à l'extérieur, ce n'est pas directement la coque épaisse, mais c'est ce qu'on appelle la superstructure. Donc c'est un enrobage qui va autour de la coque. La coque épaisse est un petit peu plus loin derrière. On va retrouver soit des ballasts qui sont les flotteurs du sous-marin qui permettent la flottaison du sous-marin, ou des soutes de gasoil tout le long du bord. On voit les barres de plongée avant, à ce niveau-là. Voilà, donc on va continuer à avancer pour la visite. Nous pouvons voir le massif qui est une superstructure un peu plus importante dans laquelle on va retrouver le périscope, le tube d'air. On va retrouver sur la partie avant, tout en haut, la baignoire dans laquelle on va trouver quand on est en surface les veilleurs, l'officier de quart. Juste en dessous, où il y a une porte, on peut apercevoir une zone qu'on appelle le fumoir qui permet à ce que l'équipage monte par tour de rôle, on est en surface pour venir fumer une cigarette. Voilà. Et sur la partie, vous voyez la vidéoprojection, on va retrouver le tube d'air avec l'entrée d'air, avec différents clapets. Et en partie haute, qui est sur une courbure avec un clapet, c'est le schnorchel qui permet, quand on est en immersion, de faire refouler les gaz d'échappement du sous-marin. Sur la partie arrière du sous-marin, on va retrouver les deux hélices du sous-marin. On va retrouver les barres de plongée et la barre de direction. Voilà. De descente. On arrive dans le poste arrière. Dans ce poste, on va avoir en partie supérieure un sas nageur qui permettait de faire sortir les nageurs de combat. Et puis sur toute la zone arrière, on va retrouver les groupes hydrauliques qui nous permettent les manœuvres de barre. On va retrouver un petit coin pour pouvoir se faire sa petite toilette. Et toutes les manœuvres de secours pour la partie barre de direction et partie barre de plongée. Sur les côtés, on va trouver les manettes des officiers mariniers, donc qui sont plutôt les manettes des chefs de quart, mécaniciens et électriciens de la partie propulsion. Sur cette zone ici ont été démontées également des bannettes. Des bannettes, dans le jargon de la Marine nationale, ce sont des lits. Voilà. Donc vous pouvez voir les barres anti-roulis qui permettent de protéger quand on est en transit de surface pour que le personnel ne puisse pas tomber. Et le poste arrière continue jusque dans cette zone.
Moi j'ai longtemps couché dans ces manettes qui étaient ici sur le côté, qui sont aujourd'hui démontées. On peut apercevoir une des deux lignes d'arbre qui va nous permettre d'entraîner l'hélice. Maintenant on va rentrer dans le compartiment propulsion. On va retrouver les deux moteurs électriques de propulsion et dessous les deux moteurs électriques de secours. Donc, pour rappel, le sous-marin avance avec comme propulsion des moteurs électriques. Donc pour ce faire, il nous faut des batteries qu'on verra tout à l'heure. Et pour recharger ces batteries, nous avons des groupes électrogènes qu'on verra un petit peu plus loin lors de la visite. Ici, on va passer une porte étanche. Donc, on a deux portes étanches à bord du sous-marin. Et puis après, on a d'autres petites portes qui nous permettent d'être des portes coupe-feu en cas d'incendie, d'isoler des zones et de protéger des zones. Là, nous allons retrouver les places des deux chefs de quart de propulsion, donc deux électriciens qui pilotent les moteurs électriques suivant les ordres qui sont donnés par l'officier de quart ou le commandant second. On peut bien voir l'épaisseur de la porte étanche. Alors là, en ce moment, on s'aperçoit que le sous-marin ne bouge pas. Par contre, quand on fait des changements d'immersion, le sous-marin va prendre de l'assiette. Et puis après, quand on est en surface ou à l'immersion périscopique, le sous-marin bouge en fonction de l'état de la mer. À bord, les températures varient. L'hiver, il fait plutôt frais. L'été, très chaud. Il n'y a pas de climatisation à bord, donc ça veut dire qu'on a aussi également un taux d'hygrométrie très importante, qui fait que dans certaines périodes, on retrouve la condensation qui monte au plafond et il pleuvait légèrement sur l'équipage. Ici, on retrouve le poste de conduite GE, qu'on appelle GE, donc groupe électrogène. Bon, j'ai eu l'occasion d'être chef de quart de ce compartiment-là. On va retrouver deux opérateurs de l'autre côté, deux techniciens qui seront les graisseurs, qui vont faire le pilotage et les rondes moteur et les rondes à l'arrière du sous-marin. Dans cette partie, c'est la partie pilotage des échappements. On va retrouver en partie basse trois moteurs diesel qui permettent de recharger les batteries. Vous voyez, ce sont des zones relativement exiguës et très chaudes dans les périodes estivales et très bruyantes aussi également. Dans ce compartiment, nous sommes juste à côté de la cuisine et on se retrouvait régulièrement deux corvettes de pommes de terre. Donc on épluchait la totalité des pommes de terre pour l'ensemble de l'équipage. À peu près à 3 personnes, c'est-à-dire les deux graisseurs plus le chef de quart propulsion. Après nous allons attaquer la coursive, donc on va trouver tout de suite la cuisine sur la gauche, avec dans la cuisine en partie basse des chambres frigorifiques et du stockage. Donc à bord, il y avait un cuisinier et un commis aux vivres qui permettaient de préparer la nourriture pour l'ensemble de l'équipage. Le local ventilation qui permet de régénérer l'air une fois qu'on est soit en immersion périscopique, soit en surface, pour ventiler les batteries entre autres et renouveler l'air de l'ensemble du sous-marin. Des WC qu'on appelle poulaines. Donc deux WC pour l'ensemble de l'équipage. Une antenne filaire qui permet
de prendre les messages en immersion. Donc on peut remonter cette antenne filaire, c'est-à-dire à 200 mètres d'immersion, la faire passer à travers la coque. Elle remonte en surface en potabilité et ça permettait de prendre les messages nécessaires. Ici le PC radio. Ensuite, on arrive au CO, centre opérationnel, donc, avec un officier de quart qui gère toutes les activités du sous-marin, des détecteurs ici, timonier, une table traçante qui permet de se positionner, la navigation se faisant à l'estime, des sonars avec des détecteurs, et éventuellement embarquer suivant certaines missions ce qu'on appelle des oreilles d'or. En partie supérieure, le kiosque qui nous donne l'accès au fumoir, au massif en partie haute, dans lequel on va retrouver le périscope de veille et le périscope d'attaque, plus le barreur. Il n'y a que des tuyaux. Il n'y a que des tuyaux, des câbles électriques, voilà. On a partout des nappes de câbles et de tuyauterie. Donc à partir du CO, le but du sous-marin, bien entendu, c'est de naviguer en toute discrétion, mais d'écouter tout ce qui se passe dans la mer et de pouvoir, par rapport à une signature acoustique, donner l'identification d'un bateau ou d'un sous-marin, voilà. Et de connaître sa distance, sa route, éventuellement son immersion. Nous arrivons dans le PC, dans lequel on va retrouver un chef, un maître de centrale avec deux barreurs, un barreur pour la barre de plongée avant et un barreur pour la barre de plongée arrière. Nous sommes en lumière de nuit, donc tout le sous-marin passe la nuit en lumière rouge pour qu'on ait toujours une notion de temps entre le jour et la nuit. Dans ce compartiment, il y avait également un mécanicien et un électricien. Donc, dans la partie inférieure, on va retrouver les auxiliaires, où là aussi, il y avait un responsable auxiliaire de quart, en partie à l'étage inférieur. Maintenant, nous passons dans le carré officier. Avec sur la droite la chambre du commandant. Et sur la gauche le restant du poste. Un équipage complet, c'était combien de personnes 65 personnes à peu près. 65 personnes, un pacha, c'est ce qu'on appelle. Voilà, un pacha et en totalité 7 officiers. 7 officiers donc qui étaient cantonnés ici. Voilà, cantonnés dans cette zone-là et qui allaient faire leur quart au CO. D'accord. Ou en passerelle si on était en Alors CO c'est... centre opérationnel. D'accord. Ce qui est impressionnant, c'est tous ces fils qu'on voit partout. Oui, ce sont tous les câbles électriques, ce sont également toutes les tuyauteries, puisque les énergies, c'est soit l'hydraulique, l'air comprimé, il y a de l'eau qui circule. On a aux extrémités du sous-marin des caisses d'assiettes qui nous permettent de régler l'assiette du sous-marin en transférant de l'eau de l'avant à l'arrière. Et sur les côtés, on a des régleurs qui nous permettent de stabiliser la gîte du sous-marin. Ici, donc l'office officier, où il y avait un maître d'hôtel pour servir les officiers. Après, on passe dans l'office officier marinier, où il y avait un appelé pour faire le service des officiers mariniers. Et après, une petite chambre qu'on appelle F3, où on a retrouvé les différents adjudants, mécaniciens, électriciens et patrons du pont, qui étaient dans une chambre particulière, chacun avec leur bannette. Ce qui n'est pas le cas de la reste de l'équipage, puisqu'on fait bannette chaude, c'est-à-dire qu'il y a 2 lits pour 3 personnes.
Oui, il y a une rotation. Donc, Et il y a une rotation, voilà. Donc on vient reprendre la place d'un collègue qui vient de se lever. En partie basse, on va retrouver les batteries. Donc on a 2 compartiments batterie avec, il me semble, 240 éléments qui font à peu près 600 kg chaque élément. En partie haute, la brèche qui permet de remonter les batteries quand il faut faire des interventions lourdes dans les compartiments batterie. Et puis ici dans la coursive, on va trouver en partie haute tous les râteliers avec les armes portatives qui bien sûr aujourd'hui ont quitté le bord. Quelques photos des différents équipages de l'Espadon. On te voit dessus, non? Sur Non, une non. Pas de chance alors. Ouais, non. Il va falloir que tu en ramènes une. Probablement. Voilà, et puis on verra un petit peu plus loin les postes, parce que là c'est l'entrée des postes, le poste officier marinier. Voilà. Donc on va retrouver sur notre droite le poste officier marinier, avec ce qu'on appelle les lits qu'on appelle bannettes dans le jargon de la marine. Donc on peut mieux voir ici, c'est-à-dire que pour disposer le poste, il faut occuper, pour manger, il faut occuper la manette du bas et la manette du milieu. La manette du milieu sert de dossier, la manette du bas sert d'assise. Donc, ce qui fait que déjà les gens qui sont sur ces emplacements-là ne peuvent pas venir se coucher. Pendant toutes les périodes où il y a des repas ou des périodes où il y a des jeux aussi également. La stabilité des couverts, ça bougeait pas? Si. Bon, on disposait pas forcément tous les couverts en fonction de l'état de la mer. Si la mer était vraiment déchaînée, on mangeait directement dans les plats en inox. Hein. Et puis après, effectivement, c'est relativement instable. Donc on avait des râteliers pour mettre la vaisselle, pour éviter justement qu'il y ait de la casse. Mais souvent, on terminait la fin de la navigation avec très peu de vaisselle, parce qu'il y a malheureusement eu de la casse en fonction de la météo. Voilà, poste officier marinier. Et de l'autre côté, poste équipage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le poste équipage, les plus jeunes, dont Bidou, font toutes les corvées, c'est-à-dire mettre le couvert, font la vaisselle, vont chercher les plats à la cuisine et desservent à la fin. Et là, on arrive quasiment à l'avant du magasin. Sous nos pieds, on a toujours les compartiments batterie, donc on peut voir que les bâtiments batterie sont très longs. Donc on descend en bas en combinaison spécifique, anti-acide, avec une paire de lunettes, des gants, et les électriciens font des rondes régulières pour contrôler ce qui se passe au niveau des batteries. Ici, la seule douche de l'équipage. Donc l'eau était vraiment une denrée très rare à bord. Hein. Les douches étaient bien souvent ouvertes au bout de plusieurs semaines. Donc personne ne se rasait à bord, on n'avait pas d'eau pour brosser les dents et tout le monde ne se rasait pas non plus, puisque l'eau est denrée très précieuse. Voilà. On passe une nouvelle porte étanche pour aller vers le poste torpille. Donc on voit toujours l'épaisseur de porte. Le poste torpille était armé en poste de combat. Sinon, les plus jeunes qui arrivaient à bord pouvaient dormir dans des hamacs qui étaient suspendus ici dans le poste torpille. Et il faut imaginer que sur les berceaux qu'on voit, donc les berceaux c'est toutes ces parties-là, c'était plein de torpilles. Également, de l'autre côté aussi également, pour des raisons de visite, cette partie a été démontée. Et le sous-marin est équipé de 6 tubes lance-torpilles. Donc les torpilles sont propulsées au démarrage par de l'air comprimé, le temps de prendre leur vitesse. Voilà un peu comment on peut écouter un poste de combat au poste torpille. Tube 1 barré. Temps de parcours 3 minutes, gyro déviation 90 degrés. Temps de parcours 3 minutes, gyro déviation 90 degrés. Attention pour lancer. Attention pour lancer. Feu. Feu.
Donc un accès aussi comme à l'arrière du sous-marin, donc, qui permettait de descendre sur l'avant toutes les vivres aussi qu'il fallait emmagasiner pour faire une patrouille. En partie haute, on peut voir l'accès des torpilles, donc on monte une rampe pour faire descendre les torpilles. Ensuite, ces torpilles étaient reprises par des systèmes de palonniers ballants pour être positionnés. Et bon, voilà, on a fait à peu près le tour du sous-marin sur des explications plutôt rapides, mais j'espère concises. Ce sous-marin a existé, il a fonctionné de quelle date à quelle date à peu près? Alors ça doit être, il a été lancé dans les années 1960 et il a été mis hors service dans les années 86. Alors quelle était la vie courante d'un sous-marinier comme toi? La vie courante, déjà c'est au départ que chaque membre d'équipage soit formé sur son poste de travail en doublon, avec des missions de conduite d'installation et de maintenance d'installation en fonction des moments. À quai, on faisait plutôt de la maintenance d'installation et en mer de la conduite, et éventuellement si les installations avaient un problème de la maintenance. Voilà, et donc chaque personne à bord a un rôle, a une mission. Pour faire fonctionner le sous-marin, on est tous solidaires les uns les autres, il y a une bonne cohésion, un bon esprit d'équipe. Et notre mission, enfin la mission du sous-marin, c'était la dissuasion, entre guillemets. Voilà. Sur cette partie, on peut voir le pont du sous-marin. Quand il est à quai, on met des filières et des mains courantes de côté pour que l'équipage ne puisse pas tomber dans l'eau. En partie haute, on peut voir les feux de navigation. Et sous les panneaux qu'on peut voir, il y a des paniers à haussière, il y a une bouée aussi qui permet, en cas de naufrage, de positionner le sous-marin.